Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je ne sais pas si vous avez suivi au cours des dernières heures, évidemment, cette rencontre cruciale entre le premier ministre du Canada et le président américain. C'est drôle d'ailleurs parce que, bonjour Cybèle Olivier. Salut Sophie. De plus en plus, dans le vocabulaire, les gens vont même pas dire le président des États-Unis, Donald Trump, le président américain. Les gens vont juste dire le président. Comme si c'était déjà fait, comme si on était déjà le 51e État. Ça m'énerve tellement, tu peux pas savoir comment. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Ben, mettons, les gens vont dire une rencontre avec le président. Puis tout ça, ben, c'est parce que, comme on prend pour acquis, parce qu'on sait que de toute façon, si on parle du président, on parle de Donald Trump. Comme si on faisait déjà partie des États-Unis. Ah ouais, moi, j'ai pas l'impression que ça veut dire qu'on fait déjà partie des États-Unis, plus que c'est comme lui, je trouve qu'il s'auto-proclame presque comme s'il était le président le plus important de la planète. Moi, c'est ça que j'entends directement. Là. On n'a même plus besoin de dire de quel pays tellement qu'il est important. Mais moi, ça m'a pas apparu comme étant ça, mais en même temps, lui, il dit tellement lui-même que peut-être que tu as vu quelque chose qui s'en vient beaucoup plus vite que ce que je pense. Comme disait l'autre, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas que d'autres me les servent. Ça, c'est Cyrano de Bergerac. Mais la raison pour laquelle on parle du président Trump et de ses velléités, évidemment, d'annexer le Canada comme étant son 51e État, la raison pour laquelle on en parle, c'est que c'est nos collègues du Journal de Montréal qui ont ressorti ça. C'est le fait qu'en 2008, lors d'un spectacle des Parlementeries, Guy Nantel avait fait des blagues là-dessus. Et Guy Nantel nous rappelle aussi que même dans son livre, le livre offensant, il a tout un chapitre sur ça. Là, on s'est dit, ben là, on va appeler Guy, puis on va en parler avec lui. Bonjour, Guy Nantel. Bonjour, Sophie, et bonjour, Cybèle. Bonjour. Guy, c'est absolument hilarant. Toi, évidemment, depuis plusieurs semaines où Donald Trump parle du Canada comme étant le 51e État, toi, tu dois rire dans ta barbe, même si tu n'en as pas? Oui, écoute, d'entrée de jeu, je veux juste te dire une chose, Sophie, je t'écoutais parler et je suis d'accord avec toi, j'ai remarqué la même affaire. L'affaire des gens qui parlent du président, tout le monde sans nommer président des États-Unis, là. J'ai eu le même constat il y a pas longtemps. J'ai dit, coudonc, ils vont-tu dire président des États-Unis? C'est rendu le président comme si c'est le président du monde, tu sais. Alors ça, c'est un indice parmi tant d'autres qui me laisse croire que oui, on a une forme de colonisation culturelle puis quasiment intellectuelle sur le fait qu'on a toujours cette espèce de complexe d'infériorité par rapport aux États-Unis, comme si on n'était pas deux nations d'égal à égal. Quand je dis d'égal à égal, c'est pas en termes de pouvoir économique ou militaire ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire deux personnes, un peu comme on le voit dans notre société au niveau individuel. C'est-à-dire que tu sois président de la plus grosse compagnie ou sans-abri, on n'arrête pas de dire que les humains se valent et que c'est deux personnes qui méritent d'avoir la même dignité, mais ça devrait être la même chose au niveau des relations entre les États, mais on sait très bien que les États, ils se comportent souvent comme des voyous, et si les humains commettaient les mêmes fautes que les États, écoute, ils seraient tous en prison. Mais c'est un très bon point que tu soulèves, et pour revenir à cette idée-là, que, en effet, notre vocabulaire est teinté. Moi, je suis assez fascinée parce que, donc, j'ai devant moi le chapitre 9 de ton livre, le livre Offensant. Rappelle-nous simplement en quelle année ça a été publié, le livre Offensant? Je pense que c'est 2021. Je l'ai écrit en 2020, je pense, puis c'est en 2021 qu'on l'a publié. C'est tout récent. Alors là, le chapitre 9, carrément, le titre du chapitre, c'est « Le 51e État américain ». Et je trouve ça fascinant. Je l'ai relu au complet grâce à Hugo qui me l'a fait imprimer. C'est juste parce que je l'ai à la maison, ton livre, mais on est en déménagement, il est dans une boîte quelque part. Je veux juste que tu sois rassuré. J'ai adoré ton livre. Je trouve que c'est un livre percutant. Donc, correct. Je l'ai gardé, je l'ai pas envoyé. Je l'ai pas vendu à l'échange, là, je te promets. Tu peux le vendre si tu veux. Non. Je veux pas, de toute façon, personne ne va vouloir l'acheter.
Sur le plateau, personne ne va vouloir l'acheter. OK, revenons à ton livre. Page 226, tu dis « Pourquoi les Québécois s'approprient-ils les comportements des Américains comme s'ils vivaient aux États-Unis? Pourquoi, depuis quelques années, de nombreux Québécois assimilent-ils la réalité de nos voisins du Sud à la nôtre? » Et tu dis « On s'américanise de plus en plus dans notre façon d'aborder nos rapports sociaux. » C'est tellement vrai, et donc c'était déjà vrai en 2021-2020. Ben, c'est-à-dire que ça a été écrit, ce chapitre-là, à peu près au même moment que les événements de George Floyd. Oui. Et moi, je me souviens très bien là, que dans les bulletins de nouvelles, ils invitaient des gens, là, des pseudo-experts, et la question, là, la mise au jeu des questions de débat, c'était que se passe-t-il avec notre société? Que se passe-t-il avec notre police? Puis là, j'étais comme, mais de quoi on parle? C'est-à-dire que c'est deux États différents avec deux histoires, mais totalement différentes. Tu demandes à la majorité des Noirs ici au Québec, tu sais, tes ancêtres, comment ils sont arrivés ici? Ils vont tous te dire, ou à peu près, que c'est des gens qui ont immigré pour améliorer leur vie et qui l'ont fait en collaboration avec le peuple qui était sur place, qui a investi des sommes pour l'intégration, pour l'immigration, alors que tu demandes la même question aux États-Unis, ils vont te dire, ben, c'est parce que c'est des gens qui ont été kidnappés du continent africain puis qui ont servi d'esclaves, et moi, je suis un descendant de ces gens-là, et donc, ça fait en sorte que toute l'histoire qui en découle, c'est ça. Ça, c'est un événement parmi tant d'autres, mais je veux dire, sans arrêt, on a tendance à quand il se passe quelque chose aux États-Unis, à faire quelque chose qu'on ne fait pas avec aucun autre peuple, même pas la France. Oui. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose d'important en France, on considère que c'est une nouvelle internationale, on considère pas que c'est quelque chose de domestique, que ça se passe chez nous, mais quand il se passe un truc aux États-Unis, c'est vraiment comme si c'était pas juste notre voisin, c'était comme si c'était chez nous. Et puis, je trouve que, encore une fois, c'est une vision très, très colonisée de la part des Québécois canadiens. Là, je sais pas trop lequel des deux. Oui, mais tu vas plus loin, c'est que tu parles aussi d'un phénomène qui, moi, me tombe sur les rognons, tu ne peux pas savoir comment, c'est la place totalement démesurée que les nouvelles américaines occupent dans nos bulletins de nouvelles. Donc, tu as écrit ce livre-là et tu parles de ce phénomène-là. Tu l'as écrit en 2020, mais si tu l'écrivais aujourd'hui, mon Dieu, tu t'arracherais les... Ah ben non, j'allais dire tu t'arracherais les cheveux sur la tête, mais c'est pas une bonne image dans ton cas, Guy. Justement, je les ai arrachés en 2020, là, fait qu'il en reste plus à cause de ça, mais c'est sûr. Mais c'est épouvantable, Guy, c'est épouvantable. Depuis le 6 janvier, même avant les élections, puis tout ça, puis même avant l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump, on avait... il s'est passé quelque chose dans le fin fond du Wisconsin. Il y a un candidat démocrate qui a dit ci, puis tout ça, puis là, j'écoute les nouvelles, puis je me dis, mais parlez-moi du Parti québécois, parlez-moi du Parti conservateur. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, tu dis Parti québécois, moi, c'est là-dessus, entre autres, que j'avais écrit une partie du chapitre, c'est-à-dire que moi, j'étais dans la course à chefferie en 2020, et puis je me souviens qu'à la fin de nos débats, là, personne parlait du contenu de nos débats. Puis là, le trois quarts des nouvelles, c'était les États-Unis, puis Trump, puis ci, puis ça, puis les affaires de Floyd. Puis je sais pas qu'il faut pas en parler, mais tout ce que je dis, c'est que tu sais, j'ai quand même visité comme une 60aine de pays dans ma vie. Puis je peux te dire une chose, c'est que quand tu vas au Népal, là, le trois quarts du bulletin d'information, il parle pas de l'Inde. Puis quand tu vas dans un pays qui est voisin de la Chine, ben, que ce soit la Thaïlande ou le Vietnam, n'importe quoi, ils passent pas leur temps à parler de la Chine. Ils parlent de leurs nouvelles à eux autres, puis de temps en temps, oui, il y a quelque chose, un rapport commercial ou quoi que ce soit avec l'autre pays, ils vont en parler. Mais c'est pas sans arrêt les nouvelles. Moi, quand je vois même des génériques d'ouverture aujourd'hui aux États-Unis, je fais comme, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ouais, t'as tout à fait raison. Et quand tu disais tout à l'heure, des fois, il se passe des choses extrêmement importantes, par exemple en France, et on les couvre pas du tout de la même façon qu'on a couvert, par exemple, George Floyd, mais d'autres affaires aussi, d'autres, mettons, des tueries dans des écoles ou des choses comme ça. Tu sais, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est non seulement assassiné, mais décapité. Et il n'a pas eu la moitié du tiers, du quart du début, du commencement de la couverture. Il n'y a pas eu des panels ici au Québec pour dire, voyons qu'est-ce que ça dit sur notre
société. Donc, on est vraiment acculturé. Donc, ça, c'était le premier exemple. C'était évidemment ton excellent livre. Et je faisais des blagues tout à l'heure, Guy, mais c'est un livre extrêmement important, un livre courageux. Donc, si vous ne l'avez pas chez vous, je ne sais pas s'il est encore en vente dans les librairies, mais empruntez-le à la bibliothèque, lisez-le. Parce que Guy Nantel, c'est pas juste quelqu'un qui fait rire le monde, c'est aussi quelqu'un qui fait réfléchir. Alors, je veux qu'on parle aussi de cette vidéo qui date de 2008, où, à un moment donné, tu participes donc au parlementerie. Ça, c'est un faux parlement avec des faux députés qui sont joués par des humoristes. Donc, on a un petit extrait que mon collègue Jean-Philippe va nous faire jouer, où tu évoques justement un 51e État. Et deuxièmement, afin de faire en sorte que la culture francophone ne soit pas menacée en Amérique du Nord, je prends sur moi de déclarer aujourd'hui qu'au lendemain d'un référendum gagnant, on devienne le 51e État américain, Monsieur le Président. Non, c'est parce que j'ai rencontré George Bush là-dessus, moi, puis il était très sensible à la culture francophone, hein. Oui, il veut même prendre soin de nous, comme il me disait dans sa langue, I'll take care of you, fucking frogs. C'est vraiment très drôle. Qu'est-ce que ça te fait? Donc, on ressorte évidemment ces extraits-là où toi-même, tu t'en fais la promotion en disant j'étais, tu sais, Nostradamus Nantel, là? Non, écoute, honnêtement, là, Sophie, avant que le journal sorte cet extrait-là, hier, j'avais aucun souvenir de ça. Je me souviens même pas d'avoir fait C'est ce très gag-là. drôle. Je te jure, donc ça me fait comme n'importe qui l'entend pour la première fois. J'ai pas de mémoire, fait que j'écoute ça, puis je fais ben oui, écoute, c'était bon. C'est le fun, c'est original, mais c'est quand même pas moi qui ai inventé ça, là. Je veux dire, parler du 51e État américain, ça fait 50 ans là que c'est quelque chose qui a toujours été évoqué dans notre société. Encore une fois, pour les raisons dont on parlait hier, c'est-à-dire qu'on n'est jamais trop sûr d'être québécois, on n'est jamais trop sûr d'être canadien, on n'est jamais trop sûr d'être américain ou européen. On dirait qu'on est plein d'affaires en même temps. C'est quelque chose qui ressort de temps à autre. Mais c'est intéressant aussi parce qu'il y a un phénomène depuis justement que Donald Trump parle du Canada comme un 51e État, il y a une résurgence d'une forme de nationalisme canadien. Ça peut être normal pour des gens dans le reste du pays, mais ici même au Québec, il y a des gens qui disent, qui oublient complètement que le Canada est un agresseur et est un oppresseur pour d'une certaine façon pour la société québécoise. Puis des gens qui étaient peut-être des souverainistes mous, tout d'un coup se mettent à brandir le drapeau canadien en disant oui, je me sens canadien, je suis fier d'être Canadien. Comment t'interprètes ça, Guy? Ben, écoute, c'est sûr que on dirait que nous autres, nos convictions sont faites en plastine ici au Québec, hein. Fait que, je veux dire, c'est assez modelable, là, tout ça. Puis, moi, j'ai pas de problème à ce que le Parti libéral du Canada joue cette carte-là de nationalisme, là. Chacun joue sa game politique comme il veut. Mais quand tu utilises des slogans comme Maître chez nous, alors qu'ils nous ont toujours craché dessus par rapport à la même vision qu'on avait, les Québécois envers le Québec, en disant qu'on était fermés sur nous autres, puis que bon, c'était une façon, c'était presque une façon polie de dire qu'on était raciste, et qui se servent de ça aujourd'hui. 60 ans plus tard, c'est quand même le bout du bout. Je trouve ça assez ironique de les voir dire maître chez nous ici au Canada. T'sais. Tout à fait. C'est à nous ce slogan-là. D'ailleurs, je me souviens bien, c'était Jean Lesage qui l'avait utilisé, et c'était très fort pour nous. C'est une phrase qui vient nous chercher cette phrase-là. Écoute, j'ai écouté donc l'extrait des parlementeries, puis il faut absolument que je fasse réécouter ça. J'espère que je te mets pas dans la chenoute en faisant jouer ça. C'est un petit peu plus loin quand tu joues le rôle donc d'un député. Écoute, tu parles de l'immigration, puis tu parles de dans un Québec indépendant, comment on ferait en sorte pour que les immigrants, les nouveaux arrivants se sentent chez eux au Québec. On écoute ça. Hein, on va enseigner aux Sikhs qui arrivent avec leurs couteaux ici en avant qu'au Québec, les couteaux, c'est dans le dos qu'on s'éplante. Puis les musulmans là, qui veulent marier 3-4 femmes, on va les envoyer au lac Saint-Jean. Là-bas, il y a 7 femmes pour un homme, ils ne créeront pas ça. Ils sont pas toutes cute, mais il y a un coup voilé. Hein? Excuse-moi, ils sont pas toutes cute. Hey, on salue les gens du lac Saint-Jean. Guy Nantel vous aime quand même.
Ah, j'ai pas souvenir, je vous dis, c'est pas moi qui parle. C'est un autre, C'est l'ancien Guy. C'est l'ancien Guy. C'est l'ancien Guy, ouais, c'est ça. Donc, c'est tout ce que tu as à dire sur le sujet, Guy? Non, au contraire, je trouve le gag très bon, puis j'ai quelque chose sur le racisme dans mon prochain show, fait que je vais peut-être récupérer ce gag-là. J'ai fait juste une fois au parlementerie, fait que c'est un gag qui est pas tellement usé. Puis surtout, tu feras pas un Gad Elmaleh de toi-même, puisque tu te plagieras toi-même. Ça, on a le droit de le faire. On a le droit, oui, tout le monde, tous les humoristes font ça. Absolument. Guy, c'est toujours un plaisir de te parler. J'aime bien parce que, tu sais, moi, j'ai une feuille de route pour animer. Puis là, c'est marqué Guy Nantel, humoriste et auteur. Tu sais, d'un coup que je l'oublierais. Merci beaucoup. Merci, heureusement, qu'ils mettent des deux. Ben oui, non, c'est sûr, je serais fort étonné que tu oublies. Ben, auteur peut-être, mais humoriste, ça m'étonnerait. T'es là à chaque spectacle pour parler en bien de moi et je t'en remercie beaucoup. Non, et de tes plats de pâtes aussi qui sont excellents. Mais non, j'oublierai jamais que t'es auteur, Guy, parce que je te le dis et je te le redis, c'est pas ton seul livre, évidemment, le livre Enfançant, mais t'es quelqu'un qui réfléchit sur la société québécoise par le biais de livres, et je pense que même c'est dans ce livre-là où tu nous rends hommage à Richard et moi. Alors, ça ne peut qu'être un bon livre, évidemment, et j'encourage tout le monde à le lire. Merci beaucoup, Guy. Merci à vous deux. Bonne journée. À vous deux? Ah, moi ici belle. OK, d'accord. Ben oui, t'as quelqu'un avec toi, oublie pas. Non, je pensais que tu parlais de Martineau. Je disais, coudonc. À vous trois, Richard aussi. Bon, et Hugo, est-ce que tu lui dis merci, Hugo? Hugo aussi. Puis Jean-Philippe Leroux, lui, il n'existe pas. De Cube, tiens. C'est ses auditeurs. OK, ça suffit, le têteux, là. OK, merci. Ça, là. Ouais, OK, c'est bye. ça. Merci, au revoir. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quand on est une femme, il paraît que les institutions financières ou en tout cas les conseillers financiers ne s'adressent pas à nous de la même façon que quand on est un homme. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises en lisant un communiqué qui a été mis par Elle Québec, Elle Canada, parce que ils ont décidé, ces deux magazines-là, de faire dans leurs magazines respectifs des sections, un mini-magazine sur les finances et les femmes conjointement avec la Banque nationale. Moi, tout ce qui est finance personnelle, investissement, ça m'intéresse et je trouve que les femmes ne s'y intéressent pas suffisamment. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec Sophie Benford, qui est présidente de KO Média et éditrice des magazines Elle Québec et Elle Canada. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. J'adore ta chaise, ton dossier de chaise. C'est va-va-voum sur un moyen temps. Écoute, c'est du petit poil blanc. C'est comme la peluche blanche, j'adore. C'est ça. C'est pour couvrir la chaise grise, mais ouais, c'est confortable. Puis l'hiver, quand il fait froid, ben ça me permet de. Des fois, il fait froid dans les vieux édifices, fait que j'ai toujours ma fourrure, fausse fourrure, pas très. La fausse fourrure. Non, mais je le dis ça parce que Sophie, évidemment, t'es éditrice du Elle Québec, du Elle Canada, t'es aussi le magazine Véro, tu sais, KO Média, c'est quand même très, 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 très large. Mais là, on va parler plus spécifiquement de Elle Québec, Elle Canada, parce que avec la Banque nationale, donc, vous nous annoncez ça, qu'il va y avoir des mini-magazines pour parler de finances. Pourquoi c'est important de parler aux femmes de finances? Parce que pourquoi spécifiquement il y a des choses qui s'adressent aux femmes et qui sont pas les mêmes que pour les hommes? Mais l'histoire fait que ce sont les hommes qui gèrent les finances à la maison. Les femmes s'occupent de faire rouler la maison, s'occupent d'effectuer plusieurs dépenses, mais quand vient le temps de faire des placements, faire des investissements, gérer l'hypothèque, dans plus de 70% des cas, ce sont les hommes qui s'en occupent. C'est fou. On sait que, quand même. Et donc, les institutions financières connaissent ces statistiques-là et donc, s'adressent aux hommes, parce que c'est eux qui ont les cordons de la bourse. Alors, puis on sait que l'autonomie des femmes passe par l'autonomie financière. Tu le disais, toi, en début d'entrevue, que c'est un sujet qui t'intéresse. C'est un sujet qui intéresse les femmes, mais les femmes ne se font pas confiance. Puis elles ne se font pas confiance. Puis là, je dis ça parce que il y a eu des études là, qui ont été menées. Et donc, on dit que il y a à peu près 42% des femmes qui ont confiance en leur capacité. Ça veut quand même dire qu'il y a
plus de 58 ouais. qui ne se font pas confiance. Fait que c'est beaucoup, c'est énorme. Et comment on peut se faire confiance? Ben, c'est en étant informé. C'est en connaissant plus de choses. Puis c'est vrai que les sujets d'argent, les sujets de finances, les sujets de placement, c'est moins féminin. Quand on est dans des, tout le monde peut le constater, là, quand on est dans des soupers de filles, c'est moins le sujet prédominant, nos placements, notre rendement, combien on a fait, combien on paye, combien on a négocié notre prochaine hypothèque, combien on a réussi à sauver. Mais c'est des sujets qui sont souvent apportés par les hommes. Fait que c'est une question d'information. Plus on va être connaissante, plus on va savoir ce qui existe, plus on va savoir comment s'y prendre. Premièrement, c'est pas sorcier. C'est juste que des fois, quand on connaît pas le sujet, ben on a l'impression que c'est un jargon qu'on connaît pas, puis que c'est un univers qu'on connaît pas. Mais c'est pas si sorcier. Alors nous, en collaboration avec la Banque nationale, comme tu le disais, on a décidé de faire des mini-magazines qui se consacrent aux finances, puis comme magazine féminin, ben 80% de notre lectorat est féminin, on parle aux femmes. Et donc, on va aborder les sujets, les finances sur tous les aspects parce que, tu sais, il y a un côté émotif à la finance. Quand on est en couple, quand on est en relation, quand on est comment faire pour devenir indépendante financière ou en tout cas se diriger vers une retraite, comment bien penser les choses, ça peut aller du truc simple pour économiser des sous ou tu sais jusqu'à démystifier c'est quoi l'investissement, c'est quoi un bon rendement, à qui on devrait parler, comment on devrait faire ça. On veut pas devenir nous-mêmes des planificateurs financiers, c'est pas ça l'idée, mais l'idée c'est d'avoir assez d'informations, de donner assez d'informations pour pouvoir bien faire des choix éclairés, en fait. Voilà. Alors, moi, donc, ça fait des années que je m'intéresse à la finance, puis quand je parle avec des femmes, des fois, elles me disent moi, je connais rien en finance, je laisse mon chum s'en occuper. Lui, il connaît ça. Et ma réponse est toujours la même, Sophie. Je leur dis, c'est comme si vous me disiez, moi, quand je vais chez les gynécologues, j'amène mon mari avec moi parce que je connais rien dans la biologie. Fait que mon mari, lui, il connaît ça, fait que c'est mon mari. Je veux dire, c'est tellement... La santé financière, c'est aussi important pour une femme que sa santé physique, parce que le jour où elle va se retrouver sans le sou, là, elle aura plus rien. C'est tellement important de marteler ce message-là, Sophie. Tellement, tellement. Puis il faut commencer jeune. Il faut enseigner à nos... Ben là, je pense que maintenant, ça fait partie du discours courant, là, mais enseigner à nos jeunes filles que l'indépendance, ça commence par être autonome financièrement. Puis être autonome financièrement, ça veut dire comprendre ce qu'on fait avec notre argent, puis avoir des discussions sur l'argent, puis s'informer, poser des questions. Il y a une espèce de je cherche le mot, là, mais de réticence? Oui, un complexe, oui. Il y a deux choses. Il y a qu'au Québec, on aime déjà, en partant, pas parler d'argent. Exactement. L'argent est tabou au Québec. Alors, il y a cette barrière-là, cette première barrière-là. Et l'autre barrière, c'est que dès qu'on connaît pas quelque chose, puis qu'il y a des gens autour de nous qui semblent s'y connaître davantage, on a tendance à être très humble et à se taire et à reculer plutôt que de poser des questions. Puis bon, je sais que toi, c'est pas ton caractère, là. Toi, tu vas avancer puis tu vas poser des questions. Mais c'est vrai que on le voit chez les femmes puis elles font confiance. Puis comme tu dis, là, on va chez notre gynécologue, on pose nos questions puis on s'occupe de notre santé physique. Notre santé financière est très importante dans notre autonomie. On peut être en couple pendant des années. Il peut arriver différentes choses dans la vie. Et si on sait pas, tu sais, combien d'histoires on a vu là, les placements à gauche et à droite, le mari décède par exemple, puis la femme se retrouve avec des tas de papiers. Mais ça, c'est très important. Mais combien de fois on a vu, par exemple, un couple où le gars dit, moi, je vais payer l'hypothèque, puis toi, paye l'épicerie.
Puis là, le couple se sépare, puis là, le gars, évidemment, il part avec la maison, puis la femme, qu'est-ce qu'il reste? Du steak haché dans le congélateur. C'est vraiment faire attention. Moi, ce que je trouve important aussi, Sophie, de dire et de rappeler, c'est la chose suivante. Quand vous allez rencontrer, que ce soit un conseiller financier, que ce soit quelqu'un pour renégocier votre hypothèque, ne laissez jamais la personne en face de vous parler à votre chum et pas à vous. Moi, ça m'est arrivé quelques reprises. Je suis devenue tellement bleue, là, je collais au plafond. Tu t'assois tu rentres dans le bureau du banquier ou dans le bureau du conseiller financier, il parle à ton chum, puis toi, c'est comme si t'étais une cruche, une potiche, une plante verte. Puis, mais ça, c'est vrai chez le notaire. C'est non, mais c'est important, tout le temps. Prenons notre place. Alors, écoute, on a très hâte de lire ça. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue nous en parler. J'espère que à la Banque nationale, quand on y va, que les gens nous... ben, évidemment, s'ils font cette initiative-là, je trouve vraiment que c'est une bonne initiative. Ils veulent parler aux femmes. Parce qu'ils ont compris que c'était important, puis ils veulent parler aux femmes, vraiment. Voilà, c'est pour ça que je voulais te donner la parole. Je trouve que c'est une excellente initiative. Merci beaucoup, Sophie Benford. Toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Sophie. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est le sujet de discussion entre femmes. Coudon, Pamela Anderson, avec maquillage, sans maquillage. Alors, je vous explique un peu le contexte. Dans le cadre du Met Gala, qui est vraiment la crème de la crème dans le milieu de la mode, Pamela Anderson, qu'on connaît évidemment comme comédienne, comme militante végétarienne, elle s'est présentée du temps de Baywatch, évidemment. Elle s'est présentée au Met sans maquillage. Et avec une coupe de cheveux, disons, minimaliste. Elle a laissé tomber ses longs cheveux blonds. Et là, beaucoup trop de gens lui tombent sur la tomate en disant « Coudon, elle a donc ben l'air négligée ». Moi, ça me tombe sur les rognons quand on parle des femmes de cette façon-là. J'avais envie d'en parler avec Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois. Bonjour, Alexandra. Bonjour, Sophie. Et Marie-Claude Lortie, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on vient de parler à Sophie Benford, qui est une amie à toi. Décidément, tout est dans tout aujourd'hui. Marie-Claude Lortie, qui est chroniqueuse et rédactrice en chef du journal Le Droit. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie et Alexandra. Marie-Claude, je vais commencer par toi. Quand tu as vu la réaction de certains médias, et là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de nous sortir une capture d'écran qui, moi, m'a fait hurler. Certains médias qui ont dit, le Daily Mail Online, donc un journal britannique, a dit « Frumpy Pamela Anderson looks far from Baywatch days at Met Gala ». Donc, Pamela Anderson, très négligée, propose un look très différent des jours où elle était à Baywatch. Comment t'as réagi quand t'as vu ça, Marie-Claude? Ben, j'ai levé les yeux au ciel, là, comme le petit bonhomme emoji, là, c'est absurde, là, parce que moi, en plus, j'aimerais vraiment voir le visage de la personne qui a écrit ça. Exact. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a fait ça sur les réseaux sociaux, qui a mis les photos de profil des hommes qui critiquaient le poids de Selena Gomez. Et c'était tous des hommes qui avaient des bonnes joues, des bonnes bédaines, qui étaient absolument pas des canons. Je l'ai vu passer, ça. C'était très drôle. Moi, j'aimerais vraiment voir ça, de quoi ils ont l'air, les gars qui écrivent des trucs comme ça. Pamela Anderson, là, elle est qui elle est. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Puis si elle a le droit d'aller au Met Gala habillée comme ça, ben tant mieux pour elle. Vraiment, moi, je trouve ça complètement débile. En fait, tout ce gala-là, je trouve que c'est rendu complètement débile. Puis maintenant, avec les circonstances qu'on connaît, avec l'inflation, les difficultés économiques, la guerre partout, je trouve que cet événement-là a vraiment raté une occasion de se faire discret. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'indécent. J'adore la mode, j'adore ça, j'adore regarder les robes commentées, la créativité, j'adore les musées, j'adore qu'il y ait de la mode dans des musées, puis que la communauté artistique, financière, tout ça, appuie les musées, les balles et tout, je crois à tout ça. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et cette semaine, moi, j'ai trouvé que ce gala avait quelque chose de complètement, tu sais, en anglais, on dit tone deaf, là, tu sais, quand tu entends pas, quand tu sais pas l'époque.
Oui, absolument. Tu comprends pas l'époque. C'était raté, selon moi. Alexandra, une des choses qu'on voit dans ce fameux tweet, donc, où on traite Pamela Anderson de négligée, on fait référence à son époque de Baywatch, qui était à peu près il y a 30 ans. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux femmes. On dit, mon Dieu, a plus l'air de ce qu'elle avait l'air avant. Ben oui, les gens vieillissent. Est-ce qu'on reproche plus facilement aux femmes de ne pas avoir l'air de ce qu'elles avaient l'air quand elles avaient 20 ans, Alexandra? Ben oui, je pense que oui, parce qu'écoute, on lui reproche de ne pas ressembler à ce qu'elle avait l'air il y a 30 ans. Il y a 30 ans, là, moi, j'étais un petit enfant, là. Fait que c'est sûr que j'ai pas connu Pamela Anderson dans ce temps-là. Fait que, tu sais, moi, la version de Pamela que j'ai, c'est celle qu'on a. Maintenant. Puis je pense qu'on est beaucoup plus dur avec elle parce que, justement, elle vieillit et, en plus, elle fait partie de cette nouvelle génération de femmes qui refusent d'avoir plein d'injections, de se refaire faire au complet, tu sais. Elle vieillit au naturel. Puis je pense que les gens ont de la misère avec ça, là. Oui, on voit, mais là, oui. c'est difficile. Mais le plus absurde, c'est les gens ont aussi de la difficulté avec les femmes qui se font injecter puis lifter. C'est ça. Oui. Comme Madonna, elle, qui est l'inverse, qui est toujours plus maquillée que jamais et qui était au même bal, ben elle se fait reprocher de justement d'en faire trop pour avoir l'air jeune puis de se prendre pour une jeunesse alors qu'elle a 60 quelques années puis blablabla. Fait que peu importe ce que les femmes font, là, elles se le font reprocher. Parce que peu importe ce que les femmes font quand elles avancent en âge, c'est qu'elles correspondent plus au fantasme des espèces de vieux bonhommes qui se permettent ces commentaires-là. Mais ça, c'est leur maudit problème, là. C'est pas celui ni de Pamela, ni de Madonna, ni de nous trois, OK? Ces gars-là, ben, regarde, qu'ils aillent, je sais pas, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils pensent, là. Puis je trouve qu'on devrait leur accorder zéro importance. Zéro importance. En même temps, tu vois, c'est intéressant parce que là, je me tourne vers ma collègue Cybèle Olivier qui a à peu près 22 ans et 3/4, là. L'arrogance de sa jeunesse, comme disait Dalida. Mais tu nous racontais plutôt, Cybèle, qu'il y a des auditeurs à Cube qui, eux, disent, ben, des fois, les gars aussi sont victimes de ça. Sont victimes de critères ou de stéréotypes sur leur apparence. Oui, ben, effectivement. Ben, en fait, c'est ce qu'on nous avait dit plus tôt. C'est quelqu'un qui nous disait, ouais, des fois, les hommes qui sont chauves, les hommes qui sont bedonnants, tu sais, que les critères peuvent être aussi difficiles envers les hommes. Est-ce que, bon, c'est peut-être pas le sujet du jour, là, tu sais, mettons Yannick. Mais Yannick ici nous a écrit par rapport à Pamela. Il nous dit, Pamela, c'est une légende. Elle a plus rien à prouver à personne. Elle a dominé les magazines Playboy dans les années 90. C'était la femme parfaite. Elle va toujours demeurer jolie. Donc, on voit qu'à ce moment-là, comment ça se fait qu'elle est parfaite et qu'aujourd'hui, juste parce qu'elle vieillit, elle ne l'est plus? On est donc bien difficile envers ça. Est-ce que c'est possible, Marie-Claude et Alexandra, que ce qu'on reproche en fait à Pamela Anderson, c'est qu'elle a tellement été une icône sexuelle que là, en n'étant pas maquillée et en portant une robe qui recouvre complètement son corps et on voit pas sa splendide poitrine, elle n'est plus dans le jeu du sexe, elle n'est plus dans le jeu de la séduction. Puis ça, il y a une maudite gang de gars qui aiment pas ça. Ouais. Ben, je pense que oui, je pense qu'on n'accepte pas qu'elle fait des choix pour elle-même maintenant. Elle fait plus des choix pour plaire à ses fans masculins. Elle fait plus de choix juste pour... Tu sais, là, maintenant, les choix, elle les fait pour elle à l'âge qu'elle est rendue. Puis elle a au type de carrière aussi qu'elle veut avoir comme actrice. Tu sais, elle fait plus les rôles comme elle faisait comme avant, là. Je veux dire, elle est dans une phase de sa vie où qu'elle est rendue là. Puis je pense que c'est à nous de l'accepter puis de vivre avec, là. On peut pas toujours vivre dans le souvenir de ce qu'était Pamela Anderson dans le passé. Là, maintenant, Pamela fait enfin des choix pour elle. Acceptons-le. Voilà. Mais Marie-Claude, je suis sûre que tu vas savoir à quoi je fais référence. Martha Stewart, que toi et moi on a connu évidemment parce qu'on a exactement le même âge. Martha Stewart, donc cette femme des magazines et tout son empire, il y a quelques années seulement, alors qu'elle a peut-être 70-80 ans, avait posé de façon très sexy. Puis tout le monde avait salué ça en disant « Wow, c'est le fun, même à son âge, elle continue à être dans la séduction. » Puis tout ça, fait que ça, des fois... Je pense qu'elle a 80 même. Ouais. Oui, puis elle a 80 ans, puis elle fume du pot avec Snoop Doggy Dogg, puis elle conduit des tracteurs pour tondre son gazon, puis elle est vraiment hilarante. Mais
Mais elle avait aussi été critiquée, Martha, parce que tout le monde, il y a des gens qui disaient oui, ben c'est sûr qu'elle peut avoir l'air de ça à 80 ans avec les moyens qu'elle a, elle peut avoir toutes les injections du monde, tous les liftings du monde, tout le Photoshop du monde, tous les trucs. Fait que les femmes, peu importe ce qu'elles font, elles se font toujours reprocher quelque chose quelque part. Alors je pense que la vraie leçon de tout ça, puis c'est la leçon de Pamela Anderson, c'est vraiment de se dire on s'en fiche, on passe par-dessus, on continue, on s'est fixé cet objectif-là d'être qui on est, puis ça marche d'un point de vue commercial aussi. Moi, il y a une designer de mode que j'adore qui s'appelle Phoebe Philo et qui était un énorme succès dans les années 2000-2010. Puis là, qui a relancé sa propre marque en imposant une esthétique qui était à l'inverse de Dolce & Gabbana ou Versace, c'est très serré, très sexy, avec toutes les courbes là, mises en évidence. Elle, là, c'était comme les gros manteaux, les chaussures, les running shoes qu'on porte tous, là, et toutes, là, c'est elle qui a ramené ça, les gros sacs à main pour pouvoir lancer tout ce dont on a besoin dans une journée. J'adore ça. Puis ça, cet univers-là, ça a marché, parce que là, les femmes étaient là, enfin, des vêtements qui confortables. Ben oui. Hey, je pense que Jean-Philippe a retrouvé ces photos sexy de Martha Stewart. Tu les as, Jean-Philippe? Regarde ça, là. En maillot de bain avec un magnifique chapeau et un décolleté plongeant. Et c'était pour Sports Illustrated. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai entendu une partie de l'entrevue que Pamela Anderson a accordée à Emma Chamberlain, qui est là, qui parle à tout le monde de leur look. Et elle dit, moi, j'arrête de porter du maquillage et ma peau s'en porte tellement mieux. Ben donc, plutôt, vous disiez, les filles, que, tu sais, elle le fait pour elle-même. Ben, ça en fait partie. Là, on sait tous que quand on se démaquille le soir, on est-tu bien? Tu sais, on enlève notre brassière, on est-tu bien? Donc, elle le fait pour elle. Moi, j'ai la solution pour toi. Porte pas de brassière. Ces actrices-là, Pamela Anderson, là, c'est pas un petit peu de maquillage, là. Non, c'est des tonnes et des tonnes. C'est long, c'est compliqué. C'est 2 heures scotché sur un fauteuil à se faire empiler le fond de teint, là. C'est pas rien. Voilà, il y a Stéphane de Montréal, qu'est-ce qu'il dit? Les gars réagissent, il dit « Si bol, calmez-vous les boys, regardez son documentaire Pamela, elle explique tout. » En tout cas, moi, je la trouve très jolie aujourd'hui. C'est vrai que son documentaire est très bon, puis vous avez peut-être entendu plutôt des extraits, on entend Pamela parler avec sa voix « And she's talking like that, you know, with the voice. » Puis cette voix-là qui fait partie du stigma puis de tous les stéréotypes qui viennent alentour de ces femmes-là de l'époque. Ouais, mais c'est loin d'être une cruche. Et il nous reste-tu comme un petit 30 secondes parce que je veux faire rigoler Marie-Claude et Alexandra parce qu'il y a plusieurs années de ça. Vous l'avez? Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Bon, alors regardez ça, les filles, et vous aussi qui nous regardez à la télé, puis pour ceux qui nous écoutaient à la radio, ben je vais être obligée de vous le décrire. Il y a quelques années de ça, j'ai fait un documentaire sur le végétarisme, et puis Pamela Anderson, évidemment, est une grande militante de PETA et tout ça pour le végétarisme, et je l'ai interviewée à Montréal dans le cadre de ce documentaire-là, donc on va regarder un petit extrait, juste pour dire, parce qu'on est grimés toutes les deux, c'est drôle, ma chum Pamela et moi. Pamela Anderson, célèbre actrice hollywoodienne, est elle aussi végétarienne et porte-parole de PETA, une organisation américaine qui milite pour la protection des animaux. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Montréal, où elle faisait la promotion d'une nouvelle campagne de sensibilisation. What do you think are the biggest misconceptions about being a vegetarian? I think that even my mother, was worried about me being vegetarian when I was pregnant. I think that because I feel like, oh, you're not getting everything that you need. And I said, Mom, do I look like I'm struggling? Do I look like I have, I'm not. J'avais adoré ça parce qu'elle disait, ma mère s'inquiétait pour moi parce qu'elle disait, ben là, si tu deviens végétarienne, tu vas devenir toute maigrichonne. Puis elle avait répondu, ben regarde-moi aller, penses-tu que je suis en train vraiment de disparaître de la surface de la Terre? C'est très drôle, donc elle a en effet cette petite voix, mais c'est loin d'être une cruche, Pamela Anderson. C'est ça qu'il faut retenir. Puis est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste être comme on est, puis arrêter de se critiquer? Mm-hmm. Puis moi, je pense que les hommes ont intérêt à se faire à l'idée que c'est de ça qu'on a l'air dans la vraie vie. Ben parce que sinon, ils risquent d'être déçus souvent. Exactement. Marie-Claude, merci beaucoup. Alexandra, merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était absolument passionnant. J'ai adoré la discussion. Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois. Marie-Claude Lortie, chroniqueuse et rédactrice en chef du journal Le Droit. Merci à vous deux. Merci Sophie. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Marc Boilard est avec nous. Comment ça se fait que t'as pas de petits... de petits quoi? De petites musiques, de petites présentations. Isabelle ça fait Huot, ça fait 2 fois que tu le remarques et que finalement, ton staff... parce que t'es avec nous. Ceux qui sont à l'autre bord de la vitre, eux autres, ils font comme on s'en cogne de lui. Ce sont mes collègues.
on travaille en collégialité ici. Bref, donc sans musique, sans tambour ni trompette. Alors, je commence en disant, la semaine passée, tu m'as fait part d'élogieux commentaires que tu recevais quand on était ensemble. Oui. Mais j'ai trouvé ça très gentil. Je veux dire que tu as une fan nouvelle qui s'appelle ma mère, qui nous écoute au moment où on se parle. Bon, ben bonjour à maman. 93 ans. Est-ce qu'elle s'appelle... c'est quoi son nom de famille? Boilard. C'est une Champagne Boilard. Né Champagne. D'accord. Né Champagne, voilà. OK, exact. Parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui si les gens ont gardé leur nom de jeune fille ou pris le nom de leur mari. Voilà. Ça fait qu'elle, tu vois, elle t'a découvert, elle ne te connaissait pas tant. Puis elle fait toujours de très, très bons commentaires, et pas seulement à cause de moi. Elle apprécie beaucoup. Elle apprécie. Bon, alors je suis mieux d'être gentille avec toi aujourd'hui. Non, elle apprécie aussi quand on n'est pas d'accord. Est-ce que TikTok détruit la civilisation? Quand tu m'as suggéré ce titre-là, ce sujet-là, je me suis dit, mais il en a fumé du bon. Non, c'est pas moi qui ai fumé du bon. Non. Moi, je te rapporte une entrevue que j'ai écoutée hier sur le Figaro.tv. D'accord. Que tu connais bien, le journal Le Figaro en France. Ils ont, comme ici, à un Québec. segment vidéo. Exact. Ouais. Et c'est un psychologue du nom de Jonathan Haidt. Donc, je sais pas comment le prononcer. H-E-I-D-T. Lui, il n'est pas que psychologue, il est professeur à l'Université de New York, NYU. Et c'est lui-même qui a écrit un livre qui s'appelle Génération Anxiété. Et il dit littéralement que oui, c'est un problème là, quasiment civilisationnel, que TikTok est en train d'amener les jeunes, parce que c'est à cause des jeunes, évidemment, c'est pas les adultes qui sont sur TikTok qui l'utilisent, tu comprends? Je penserais pas, non. Non, mais on va dire que même s'il y a des adultes, on a tous un compte sur lequel on fait plus ou moins de trucs, mais c'est pas ça le problème, c'est les très jeunes qui peuvent arriver là-dessus à l'âge de 8, 10, 12, bon. Et ils considèrent que c'est un poison pur. Qu'est-ce que ça fait au cerveau des enfants? Bon, par exemple, ce que ça fait, OK, moi j'ai retenu 3 affaires principalement, parce que tu as tous les classiques, ils jouent plus dehors, etc., c'est tout vrai. Mais ce que ça fait au niveau du cerveau des enfants, et ça amène à un autre point tout de suite après, c'est que ça alimente comment je pourrais te dire, un sentiment de gratification instantanée qui est le parfait contraire de tout ce que la psychologie enseigne, c'est-à-dire que pour être heureux, il faut retarder la satisfaction de nos besoins. Absolument. Là, c'est l'exact contraire. TikTok, ça dure quelques secondes, puis si celui-là te plaît pas, il y en a un autre, et tu peux faire dérouler ton truc TikTok. Voilà. Tu vois la fille qui connaît bien ça. Non, mais c'est ça, mais c'est en plein ça. Là. C'est dérouler l'affaire là, sur ce qui fait en sorte qu'on est rendu maintenant à coup de secondes. Fait que tu vas dire, Marc, si t'as 37, 28 ou 62 ou 15, ouais, mais ça arrive, t'as 10 ans. À 10 ans, t'es supposé lire des livres, colorier, jouer avec tes amis. Tes amis sont tous là-dessus. Le temps long, la patience. C'est inexistant. Et la concentration. Voilà. Ce que ça fait, c'est ça. Ils sont aussi peu concentrés qu'un écureuil sur un double espresso. Ça court partout dans leur tête. Le petit singe dans leur tête, là, parce qu'on a tous un singe dans notre tête. Oui, oui. Mais le petit singe, il est complètement hystérique. Bon, alors lui, c'est suite à des études. Ouais. Notamment, il trouve que la courbe, c'est énormément pointée vers le haut dès 2012. Qui est à peu près l'année où, justement, dans l'ordre, tu as eu vers 2007, tu as eu Facebook, Twitter un peu après, Instagram et TikTok. Ça fait qu'il y a des liens carrément avec l'arrivée, tiens, galons ça. Puis il s'empresse aussi de dire, dans les diagnostics, par exemple, parce que ça, c'est l'autre point qui m'a fasciné, il dit depuis toujours, le bonheur dans l'échelle d'une vie, c'est un U. Ah, ben ça, c'est la chronique de Rémi Villemur de la semaine dernière. Il a parlé de ça? Oui, du U. Exact. Mais maintenant, c'est plus vrai. C'est-à-dire que pour le décrire, c'est que quand t'es jeune, t'as pas de soucis. De 30 à 60, t'en as un peu plus. T'es peut-être pas moins heureux, mais t'as plus de préoccupations. Puis à la retraite, habituellement, si c'est pas que financièrement t'es mieux outillé, mais t'as quand même, j'en ai vu d'autres. T'as du temps libre, c'est ça. Puis t'es plus zen un peu. Bon. Ouais. Tandis que là, c'est plus jeune, c'est le pire de l'existence. C'est le pire moment, c'est ça, c'est là où t'es stressé. Rémi nous parlait de ça la semaine dernière. Et il fait une corrélation directe entre l'utilisation des médias sociaux et notamment TikTok parce qu'il dit que c'est vraiment plus poison que les autres. Alors, nous, à Cube, on est présents sur TikTok. Donc, des fois, il y a des extraits de mes entrevues, des entrevues de Richard, Mario, peu importe, là, tout le monde, on a des petits extraits. Oui. Ce qui me frappe, c'est la rapidité. Puis, tu sais, il y a des messages, des mots qui apparaissent là en gros, en majuscules, tout ça. Tu sais, c'est comme... regarde ça. Ah, voilà, bravo! Jean-Philippe est en train de nous montrer le compte TikTok de Cube. Et c'est sûr qu'on va chercher une émotion, on va chercher une réaction. Moi, j'ai absolument rien contre ça, mais ça ne s'adresse pas à des jeunes de 10 ans. Mais non, mais je le sais. Ce que je veux dire, c'est que moi, le seul contact que j'ai avec TikTok, c'est ça. C'est notre compte à nous. Ouais. De temps en temps, les collègues me disent, va voir telle affaire, tel invité a dit telle affaire sur TikTok. Mais
déjà, moi, ça me surstimule. Ouais. Puis j'ai 59 ans. Ouais. Alors, j'imagine quand t'es jeune et que tu passes ton temps là-dessus, t'es comme pris dans une machine à boules. Oui. T'es comme dans une pinball machine des Doors. Et non seulement c'est très vrai et c'est mesuré, mais c'est que ça n'a jamais existé. Voilà. C'est totalement nouveau que tu sois aussi dérangé, absorbé et surtout être en train de comprendre que si moi je vais être stimulé, écoute, moi je l'ai vu sans nommer personne, mais j'ai vu un enfant qui était très gêné parce que ça, c'est très répandu, c'est pas une plaie d'être gêné, là. Il y a des gens extrovertis, il y en a qui ne sont pas. Et qu'est-ce que tu penses qui arrive quand il peut mettre la main sur une tablette dans un endroit où est-ce qu'il y a des gens qu'il connaît pas? Est-ce qu'il va s'obliger, comme on l'a vécu toute notre vie et tu peux reculer jusqu'à Jésus, de dire, ben voici des gens avec qui je vais parler, j'ai pas le choix, ou tu t'en vas te réfugier dans ta tablette, c'est atroce. Ne parle-moi pas sur le sujet, parce que moi, quand je vais tu sais, mettons, tu vas au restaurant, tu vois, puis là, il y a des adultes, et le seul enfant qui est autour de la table est là avec soit son cellulaire ou une tablette. Tu te dis, mais voyons, dans notre temps, là, on parlait. C'est tout. Puis sais-tu quoi? Un enfant, là, qui écoute les conversations des adultes, il mûrit. Ben oui. Puis là, il est confronté à des idées, ben oui. puis il est confronté à des opinions, puis il est confronté à des connaissances. Oui. Alors que là, s'il est des personnalités. son petit ordinateur, il pense qu'il est le roi du monde. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous, les petits lapins. Vous n'êtes pas les rois du monde. Alors, c'est très intéressant. Puis, en effet, TikTok, donc, comment tu nous avais dit ça? Est-ce que TikTok détruit la civilisation? Ouais, exact. Sûrement. Et aussi cause d'anxiété absolument épouvantable. Donc, après ça, ils passent leur temps à se plaindre en disant... C'est le livre anxiété. Mais j'ajouterais peut-être une partie, comme tu nous l'as déjà dit, d'une partie, parce que quelqu'un nous rappelle qu'en Asie, comme tu nous l'avais déjà dit, c'est du contenu éducatif. Exact. Donc, peut-être pas toute la Ils présentent même pas la même affaire en Chine, parce que c'est chinois, que partout ailleurs en Occident, où est-ce que là, c'est de l'abrutissement le plus total. Alors, le déclin du monde occidental. Ben, quand même. Le déclin de l'Empire occidental, en effet. Merci beaucoup, jeune homme. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Très content que tu sois de retour avec nous, Hugo. On se retrouve demain. Kid.